Quand la plupart des gens pensent au Pakistan, ils imaginent un pays important dans le monde musulman. Un État doté de l'arme nucléaire, une puissance régionale, un acteur stratégique que les grandes puissances ne peuvent pas ignorer. Sur le papier, l'image semble impressionnante. L'histoire officielle est également séduisante. En 1947, le Pakistan est né avec une promesse. Il devait devenir une terre sûre pour des millions de croyants, un nouveau départ après des années de tensions et de divisions. Pour beaucoup, ce pays représentait l'espoir, l'unité et un avenir meilleur. Mais aujourd'hui, cette image est de plus en plus éloignée de la réalité. Car derrière les discours officiels et les symboles de puissance, une autre histoire se déroule. Une histoire que des millions de Pakistanais vivent chaque jour. Et cette histoire est beaucoup moins glorieuse. Le Pakistan possède certaines des armes les plus destructrices jamais créées. Dans des bases militaires hautement sécurisées se trouvent des ogives nucléaires capables d'anéantir des villes entières en quelques minutes. Pourtant, dans le même temps, des millions de citoyens peinent à accéder à des services que beaucoup considèrent comme normaux. De l'eau potable, une électricité stable, des hôpitaux efficaces ou des systèmes d'assainissement fiables. Dans les grandes villes, la vie quotidienne est souvent marquée par la pollution, les coupures de courant, les rues encombrées et la pauvreté. Des travailleurs épuisés passent leur journée à essayer de gagner assez pour nourrir leur famille. Pendant ce temps, des convois protégés transportent responsables politiques et hauts gradés à travers des routes bloquées pour le reste de la population. On a parfois l'impression que deux pays différents coexistent au même endroit. À l'étranger, le Pakistan continue d'être présenté comme une nation forte, indispensable à l'équilibre régional et trop importante pour échouer. Pourtant, derrière cette façade se cache une réalité bien plus sombre. Plus de 200 millions de personnes vivent dans un système où les opportunités diminuent, où l'éducation se fragilise et où l'avenir paraît de plus en plus incertain. Depuis des décennies, les dirigeants vendent au monde entier la même idée. Sans aide extérieure, le chaos pourrait s'installer. Et le monde continue de payer pour repousser la catastrophe. Mais pour une grande partie de la population, cette catastrophe semble déjà avoir commencé. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Pakistan, il faut oublier les discours officiels pendant un instant et regarder comment le pays fonctionne réellement. Imaginez une personne qui vit au-dessus de ses moyens depuis des années. Chaque mois, elle emprunte de l'argent pour rembourser ses anciennes dettes. Elle promet à tout le monde que la situation va bientôt s'améliorer. Elle explique que ce prêt sera le dernier, que les choses vont enfin rentrer dans l'ordre. Mais quelques semaines plus tard, elle revient demander de l'aide une nouvelle fois. C'est exactement ce qui se produit avec l'économie pakistanaise. Depuis des décennies, le pays survit grâce aux prêts d'urgence et aux plans de sauvetage internationaux. Le Pakistan a demandé l'aide du Fonds monétaire international plus de 20 fois au cours de son histoire. Ce chiffre, à lui seul, révèle un problème profond. Une économie saine finit normalement par devenir capable de fonctionner sans assistance permanente. Dans le cas du Pakistan, cela n'est jamais vraiment arrivé. Le scénario se répète encore et encore. Des responsables politiques apparaissent à la télévision. Ils promettent des réformes, de la stabilité et un avenir meilleur. Des représentants du gouvernement rencontrent des dirigeants étrangers et des institutions financières. Les annonces sont optimistes. Les promesses sont nombreuses. Puis les années passent. L'argent arrive, mais les résultats attendus n'apparaissent pas. Pendant ce temps, la population fait face à une réalité beaucoup plus brutale. L'inflation réduit le pouvoir d'achat. Le chômage augmente. La monnaie nationale perd régulièrement de sa valeur. Le prix de produits essentiels comme la farine, le sucre, le riz ou les légumes peut grimper très rapidement. Pour des millions de familles, une grande partie du revenu mensuel sert simplement à acheter de quoi manger. Autrefois, l'industrie textile était considérée comme l'un des moteurs du pays. Des usines fonctionnaient jour et nuit pour exporter leurs produits vers le reste du monde. Aujourd'hui, certaines zones industrielles ressemblent davantage à des espaces abandonnés qu'à des centres de production. Les coupures d'électricité perturbent l'activité économique. Les entreprises ont du mal à importer les matières premières dont elles ont besoin. Certaines usines arrêtent complètement leur production pendant des semaines. Les emplois disparaissent progressivement. Les conséquences se voient partout. Des hôpitaux manquent de médicaments. Des entreprises licencient leurs employés. Des diplômés quittent l'université avec l'espoir de construire leur avenir, avant de découvrir qu'aucune véritable opportunité ne les attend. Puis un nouvel espoir est apparu, la Chine. Avec ses projets d'infrastructures, ses autoroutes, ses centrales électriques et ses investissements massifs, Pékin a été présenté comme le partenaire capable de transformer l'économie pakistanaise. Les dirigeants parlaient d'une nouvelle époque de prospérité. Mais derrière cet optimisme se cachait une autre réalité. Les montants empruntés étaient énormes. Les conditions étaient souvent lourdes. Une partie importante des bénéfices revenait davantage aux entreprises étrangères qu'aux communautés locales. Résultat, le pays s'est retrouvé encore plus endetté. Aujourd'hui, l'économie semble fonctionner comme un système de survie permanent. Les prêts remplacent les réformes. Les crises remplacent la stabilité. Les transferts d'argent envoyés par les travailleurs expatriés permettent encore de maintenir l'équilibre. Mais chaque nouvelle dette, chaque nouveau sauvetage financier et chaque nouvelle urgence économique repousse seulement le problème à plus tard.
Et plus ce moment est repoussé, plus la réalité qui attend le pays risque d'être difficile. La façon la plus simple de comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Pakistan est d'imaginer un immense navire qui prend l'eau depuis très longtemps. Vu de loin, le bateau paraît encore solide. Le drapeau flotte toujours au sommet du mât. Les officiers continuent de faire des discours sur le pont. Les passagers entendent encore la musique. À première vue, tout semble fonctionner. Mais sous la surface, la réalité est complètement différente. Les compartiments inférieurs sont déjà inondés. L'eau monte lentement depuis des années. Pas assez vite pour provoquer une panique immédiate, mais suffisamment pour que tout le monde sente que quelque chose ne va pas. Les murs commencent à se fissurer. Les équipements tombent en panne. Certaines parties du navire ne fonctionnent plus correctement. Et le plus inquiétant, c'est que presque personne ne semble réellement réparer le problème. Chaque élément du bateau est endommagé en même temps. Les moteurs tournent difficilement. Le système de navigation ne fonctionne plus comme avant. Une partie de l'équipage détourne les réserves de carburant pour son propre profit. Les passagers les plus riches se sont enfermés dans des cabines luxueuses, loin des problèmes. Pendant ce temps, les passagers ordinaires se disputent l'eau, la nourriture et l'espace disponible dans les niveaux inférieurs. Plus les années passent, plus la situation devient dangereuse. Pendant des décennies, les élites du pays ont consacré une grande partie de leurs ressources aux rivalités militaires, aux luttes politiques internes et aux jeux de pouvoir. Dans le même temps, elles ont négligé les fondations qui permettent à un pays de fonctionner normalement. L'éducation, les infrastructures, les emplois, les hôpitaux, l'électricité ou encore l'approvisionnement en eau. Aujourd'hui, les conséquences de ces choix apparaissent partout, et le navire continue de se remplir de nouveaux passagers. La population du Pakistan dépasse déjà les 240 millions d'habitants et continue d'augmenter rapidement. Dans un système sain, cette croissance pourrait devenir une force économique. Plus de travailleurs, plus d'entrepreneurs, plus d'innovation. Mais sur un bateau déjà endommagé, chaque nouveau passager représente une pression supplémentaire. Chaque année, des millions de jeunes arrivent sur le marché du travail. Ils cherchent un emploi, un logement, une éducation de qualité et une perspective d'avenir. Pourtant, le système peine déjà à répondre aux besoins de ceux qui sont présents depuis longtemps. Plus de la moitié de la population a moins de 30 ans. Cette jeunesse grandit dans des villes surpeuplées, avec des écoles souvent insuffisantes, des emplois précaires et une confiance de plus en plus faible dans les institutions. Mais contrairement aux générations précédentes, elle dispose d'un avantage particulier. Elle peut voir le reste du monde en temps réel. Grâce aux smartphones, aux réseaux sociaux et à Internet, des millions de jeunes Pakistanais observent chaque jour la vie dans d'autres pays. Ils voient des rues propres, des réseaux électriques fiables, des salaires stables, des universités modernes et des opportunités professionnelles réelles. Puis ils lèvent les yeux de leur écran et ils retrouvent les coupures de courant, la pollution, le chômage et les infrastructures défaillantes. Cette comparaison permanente produit un effet psychologique puissant. Beaucoup passent des années à étudier en espérant que l'éducation leur ouvrira des portes. Ils deviennent ingénieurs, informaticiens ou diplômés universitaires. Pourtant, après leurs études, ils découvrent souvent que les opportunités sont insuffisantes. Certains acceptent des emplois qui ne correspondent pas à leurs qualifications. D'autres quittent simplement le pays. La frustration grandit. Des millions de personnes quittent les zones rurales pour rejoindre des mégapoles comme Karachi ou Lahore dans l'espoir de trouver du travail. Mais ces villes sont déjà sous pression. Les routes sont saturées, la pollution couvre des quartiers entiers, les pénuries d'eau deviennent plus fréquentes, les bidonvilles s'étendent toujours plus loin. Pour beaucoup, deux choix semblent désormais exister, quitter le navire ou couler avec lui. Chaque année, de nombreux Pakistanais tentent leur chance à l'étranger. Certains partent vers les pays du Golfe, d'autres empruntent des routes migratoires dangereuses vers l'Europe. Des familles vendent leurs terres ou s'endettent lourdement pour financer ces voyages. Certaines réussissent, d'autres perdent tout. Mais même ces risques paraissent parfois préférables à l'idée de rester à bord. C'est là que se trouve le véritable diagnostic. Le Pakistan ne fonctionne plus vraiment comme un pays qui construit son avenir étape par étape. Il ressemble davantage à une immense machine de survie où chaque groupe essaie de se sauver lui-même pendant que la structure générale continue de s'affaiblir. Les plus riches construisent leurs quartiers privés. L'armée protège ses intérêts économiques. Les responsables politiques protègent leur fortune. Les groupes radicaux cherchent à étendre leur influence. Pendant ce temps, la majorité de la population reste dans les compartiments inférieurs du navire, là où l'eau continue de monter. Et le problème devient circulaire. La corruption affaiblit l'économie. Une économie affaiblie augmente le désespoir. Le désespoir favorise l'extrémisme. L'extrémisme décourage les investissements et réduit encore davantage la stabilité. Le système nourrit ses propres problèmes. Peut-être que le signe le plus inquiétant est visible chez une partie des élites elles-mêmes. Beaucoup achètent des propriétés à l'étranger. Beaucoup déplacent leur argent hors du pays. Beaucoup envoient leurs enfants étudier dans des universités étrangères.
Comme si, au fond, certains responsables ne cherchaient plus vraiment à sauver le navire, comme s'ils préparaient simplement leur propre canot de sauvetage, avant que l'eau n'atteigne finalement le pont supérieur. Dans la plupart des pays, l'armée est censée protéger l'État. Au Pakistan, de nombreux observateurs estiment que la relation fonctionne souvent dans l'autre sens. Une grande partie de l'État semble organisée pour préserver le pouvoir de l'institution militaire. Cette réalité permet de comprendre pourquoi tant de problèmes persistent malgré les changements de gouvernement, les élections et les promesses de réforme. Depuis l'extérieur, le Pakistan ressemble à une démocratie classique. Des élections sont organisées, les partis politiques s'affrontent, les chaînes de télévision débattent quotidiennement de l'actualité. Les candidats parcourent le pays pendant les campagnes électorales. Pour un observateur étranger, tout cela paraît relativement normal. Mais derrière cette scène publique, existe une structure beaucoup plus stable et beaucoup plus puissante, l'establishment militaire. Les gouvernements civils changent régulièrement. Les premiers ministres arrivent au pouvoir avec de grands projets. Certains promettent des réformes économiques, d'autres parlent de justice sociale, de développement ou d'amélioration des relations avec les pays voisins. Pourtant, au fil des décennies, un schéma récurrent apparaît. Les dirigeants politiques passent, les généraux restent. Lorsqu'un responsable civil devient trop indépendant ou tente de remettre en question certains équilibres de pouvoir, les difficultés commencent souvent rapidement. Des accusations de corruption apparaissent, des procédures judiciaires sont lancées. Certains dirigeants sont contraints à l'exil, d'autres finissent en prison. Dans certains cas, des personnalités politiques disparaissent de la vie publique dans des circonstances qui alimentent les spéculations. Le message implicite est simple. Le pouvoir réel ne se trouve pas toujours là où les citoyens pensent le voir. Mais l'influence de l'armée ne se limite pas à la politique. Au fil du temps, elle a également développé une présence économique considérable. Dans de nombreux pays, les forces armées dépendent principalement du budget national. Au Pakistan, la situation est beaucoup plus complexe. Des organisations liées à l'armée possèdent ou contrôlent des activités dans des secteurs très variés. Immobilier, agriculture, construction, transport, industrie, banque ou encore services. Cette présence économique est devenue si importante qu'un citoyen peut passer une grande partie de sa vie dans un environnement indirectement lié à l'institution militaire sans même en avoir conscience. Il peut acheter des produits issus d'entreprises associées à d'anciens officiers. Il peut travailler dans une société liée à des réseaux militaires. Il peut habiter dans un quartier développé par une organisation contrôlée par ces mêmes structures. Peu à peu, un système parallèle s'est construit. Un système doté de ses propres ressources, de ses propres privilèges et d'une capacité de protection bien supérieure à celle dont bénéficie la population ordinaire. Pendant ce temps, les citoyens font face à une réalité totalement différente. Les infrastructures vieillissent, l'électricité reste instable, les hôpitaux manquent de moyens, le coût de la vie augmente, le chômage touche une grande partie de la jeunesse. Pourtant, certains espaces semblent presque épargnés par ces difficultés. Dans plusieurs quartiers réservés aux élites, les routes sont entretenues, l'approvisionnement en eau est plus fiable et la sécurité est assurée de manière permanente. Derrière de hauts murs, une minorité vit dans des conditions qui ressemblent davantage à celles de pays prospères qu'à celles que connaît le reste de la population. La différence est parfois spectaculaire. Alors que certaines familles attendent des heures pour obtenir de l'eau potable, d'immenses espaces verts continuent d'être entretenus dans les zones privilégiées. Alors que certains quartiers subissent des coupures d'électricité régulières, des générateurs privés garantissent un confort presque continu aux résidents les plus riches. Cette séparation progressive a créé un problème majeur. Les élites ne vivent plus la même réalité que le reste du pays. Elles n'utilisent plus les mêmes écoles. Elles ne fréquentent plus les mêmes hôpitaux. Elles ne dépendent plus des mêmes services publics. Et lorsqu'une classe dirigeante ne subit plus directement les conséquences des défaillances du système, son incitation à le réformer diminue fortement. Mais maintenir un tel équilibre nécessite un élément essentiel, l'existence permanente d'une menace. C'est l'une des raisons pour lesquelles les tensions avec l'Inde, notamment autour du Cachemire, occupent une place centrale dans le discours politique depuis des décennies. La présence d'un adversaire extérieur permet de justifier des dépenses militaires considérables et de préserver certaines structures de pouvoir. Car si une paix durable s'installait réellement, une partie de la population pourrait commencer à poser des questions beaucoup plus gênantes. Pourquoi tant d'argent est-il consacré à la sécurité alors que les écoles manquent de ressources? Pourquoi une puissance nucléaire connaît-elle encore des coupures d'électricité massives? Pourquoi les infrastructures restent-elles aussi fragiles malgré les milliards de dollars investis au fil des années? Pourquoi certains groupes semblent-ils s'enrichir pendant que la majorité lutte simplement pour maintenir son niveau de vie? Mais il existe un autre élément qui fragilise profondément le système, l'extrémisme religieux. Pendant longtemps, certaines autorités ont considéré plusieurs groupes radicaux comme des outils stratégiques. Certains servaient dans des conflits régionaux. D'autres étaient perçus comme des moyens de pression politique. L'idée était simple, utiliser ces groupes lorsque cela semblait utile tout en gardant le contrôle de la situation. Mais l'histoire montre souvent qu'il est plus facile de créer une force radicale que de la contrôler. Avec le temps, ces mouvements ont gagné en influence. Aujourd'hui, certains sont capables d'exercer une pression importante sur les autorités elles-mêmes.
Des manifestations massives peuvent bloquer des villes entières. Des routes stratégiques peuvent être paralysées pendant des jours. Des responsables politiques préfèrent parfois reculer plutôt que risquer une confrontation qui pourrait provoquer davantage d'instabilité. Cette influence se reflète également dans certaines lois très sensibles. Les lois sur le blasphème constituent probablement l'exemple le plus connu. Officiellement, elles sont destinées à protéger la religion. Dans la pratique, elles sont souvent devenues une source de peur permanente. Une simple accusation peut suffire à détruire une existence. Un message sur les réseaux sociaux, une dispute entre voisins, une rumeur, une vengeance personnelle. Parfois, cela suffit pour déclencher des réactions extrêmement violentes. Des foules se rassemblent rapidement. Des commerces sont attaqués. Des familles sont contraintes de fuir. Dans certains cas, les forces de l'ordre hésitent elles-mêmes à intervenir par crainte de la colère populaire. Le problème est aggravé par le fait que de nombreuses accusations ne concernent même pas réellement la religion. Des conflits commerciaux, des disputes foncières, des rivalités personnelles. Tous ces différends peuvent soudainement prendre une dimension religieuse. Les journalistes deviennent prudents. Les juges hésitent. Les responsables politiques évitent certains sujets. Les minorités vivent dans l'inquiétude. Peu à peu, la peur devient un mécanisme de contrôle social. Et c'est là que l'échec du système devient particulièrement visible. Un État fonctionne normalement lorsque les citoyens font confiance à ses institutions. Ils doivent croire que la justice est équitable. Ils doivent croire que la police les protège. Ils doivent croire que les règles s'appliquent à tous. Mais lorsque la peur remplace progressivement la confiance, les institutions commencent à perdre leur légitimité. Parallèlement, la corruption continue de ronger presque tous les niveaux du système. Une partie de l'argent public disparaît dans des réseaux d'influence. Des projets restent inachevés. Des infrastructures promises ne voient jamais le jour. Pendant ce temps, la population doit faire face à l'inflation, aux pénuries et à la dégradation des services essentiels. Beaucoup de citoyens ne croient plus réellement aux promesses des responsables politiques. Ils ne font plus confiance aux tribunaux. Ils ne font plus confiance aux administrations. Ils ne font plus confiance aux institutions censées représenter l'intérêt général. La survie quotidienne devient alors plus importante que toute vision à long terme. Et c'est peut-être le signe le plus clair d'un échec systémique. Le pays ne construit plus véritablement son avenir. Il gère simplement son déclin. L'armée protège son influence. Les responsables politiques protègent leur fortune. Les groupes radicaux renforcent leur pouvoir par la peur. Les élites se réfugient derrière leurs murs et leurs privilèges. Et au milieu de toutes ces forces, des millions de citoyens ordinaires tentent simplement de continuer à vivre dans un système qui semble, année après année, se consumer de l'intérieur. Dans le monde moderne, les gens considèrent certaines choses comme normales. On appuie sur un interrupteur et la lumière s'allume. On ouvre un robinet et l'eau coule. Les hôpitaux fonctionnent. Les routes sont praticables. Les aliments restent frais dans les réfrigérateurs. Ces petites habitudes paraissent tellement évidentes que la plupart des personnes n'y pensent même plus. Mais pour des millions de Pakistanais, ces certitudes disparaissent progressivement. La vie quotidienne ressemble de moins en moins à celle d'un pays moderne et de plus en plus à une lutte permanente contre un système qui tombe en panne morceau par morceau. Et rien ne symbolise mieux cette situation que l'électricité. Au Pakistan, presque tout le monde connaît l'expression load shedding. À première vue, cela ressemble à un terme administratif banal. En réalité, il s'agit de coupures d'électricité programmées qui peuvent durer plusieurs heures chaque jour. Dans certaines régions, le courant disparaît pendant 10, 12, voire 16 heures d'affilée. Imaginez une ville immense en plein été. La chaleur est écrasante, l'air est chargé de poussière et de pollution. Les ventilateurs tournent en permanence pour rendre les logements supportables. Puis, soudainement, tout s'arrête. Les ventilateurs cessent de fonctionner, les climatiseurs s'éteignent, les ascenseurs restent bloqués. Des quartiers entiers plongent dans l'obscurité. Quelques minutes suffisent pour transformer les appartements en véritables fours. Les familles transpirent dans des pièces mal ventilées. Les enfants ont du mal à dormir. Les personnes âgées souffrent de la chaleur. Les moustiques envahissent les habitations ouvertes pour essayer de faire circuler un peu d'air. Pour beaucoup de foyers, cette situation n'est pas exceptionnelle, c'est une routine. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas à l'électricité. Lorsque le courant disparaît, l'eau disparaît souvent avec lui. Les pompes cessent de fonctionner, les réservoirs ne se remplissent plus, les robinets se vident. Dans certains quartiers, les habitants doivent parcourir de longues distances avec des seaux ou des bidons afin de trouver de l'eau. Parfois, ils dépendent de points d'approvisionnement publics. Parfois, ils achètent de l'eau à des vendeurs privés. Parfois, ils n'ont tout simplement pas d'autre choix que d'utiliser une eau de mauvaise qualité. Le problème devient encore plus grave lorsque les réseaux d'assainissement sont eux-mêmes défaillants. Dans de nombreuses zones urbaines, les infrastructures sont vieillissantes. Les canalisations sont endommagées. Les conduites éclatent régulièrement. Les eaux usées se mélangent parfois à l'eau destinée à la consommation. Des familles entières boivent une eau contaminée sans même le savoir. Les conséquences sanitaires sont considérables. Infections intestinales, fièvre, maladies transmises par l'eau, problèmes digestifs chroniques. Pour des millions de personnes, ces risques font partie du quotidien. Même les hôpitaux, qui devraient représenter un refuge, ne sont pas épargnés.
Lors de grandes coupures de courant, certaines structures médicales se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles. Les générateurs de secours existent souvent, mais ils ne sont pas toujours fiables. Le carburant coûte cher. Les équipements sont parfois anciens. Les pannes surviennent régulièrement. Des médecins doivent continuer leur travail dans des conditions qui seraient considérées comme inacceptables dans de nombreux pays. Pour les patients, cela signifie davantage d'incertitude, davantage de risques, davantage d'angoisse. À l'extérieur des hôpitaux, les villes peuvent rapidement sombrer dans le désordre lorsque l'électricité disparaît. Les feux de circulation cessent de fonctionner, les embouteillages deviennent gigantesques, les motos, les voitures, les bus et les rickshaws se retrouvent bloqués dans un chaos permanent. Le bruit des klaxons envahit les rues. Les trajets qui devraient durer quelques minutes peuvent prendre des heures. Cette situation affecte également l'économie. Les petits commerces souffrent constamment. Les aliments se détériorent dans les réfrigérateurs. Les ateliers interrompent leur activité, les machines s'arrêtent. Les réparateurs, les commerçants, les couturiers et les artisans perdent une partie de leurs revenus à chaque nouvelle panne. Pour des familles vivant déjà avec très peu de ressources, quelques jours de travail perdus peuvent représenter une catastrophe. Et pourtant, pendant que des millions de personnes affrontent ces difficultés, une autre réalité existe à quelques kilomètres de distance. Dans certains quartiers réservés aux plus riches, les générateurs privés prennent immédiatement le relais. La climatisation continue de fonctionner. L'eau reste disponible. Les systèmes de sécurité restent actifs. Les rues sont propres et bien entretenues. Le contraste est frappant. D'un côté, des familles vivent dans la chaleur, les pénuries et l'incertitude. De l'autre, une minorité continue de profiter d'un confort relativement stable. On a parfois l'impression que deux pays différents coexistent sur le même territoire. Cette séparation devient encore plus visible lorsqu'on observe les infrastructures. Une grande partie des réseaux électriques, des canalisations et des systèmes d'assainissement datent de plusieurs décennies. Certains remontent même à l'époque coloniale britannique. Depuis, la modernisation a souvent été insuffisante. Les investissements ont été retardés, des projets ont été abandonnés, des fonds ont disparu dans la corruption. Le résultat est visible partout. Des câbles électriques pendent au-dessus des rues, des transformateurs tombent régulièrement en panne. Lors des fortes pluies, certaines zones deviennent particulièrement dangereuses. Des fils endommagés restent exposés pendant des jours. Chaque année, des accidents mortels sont signalés. Mais les difficultés de la vie quotidienne ne concernent pas seulement l'eau et l'électricité. Les villes elles-mêmes sont sous pression. Karachi, Lahore et d'autres grands centres urbains continuent d'accueillir des millions de personnes quittant les campagnes. Beaucoup fuient la pauvreté, d'autres cherchent simplement un emploi. Mais les villes ont de plus en plus de mal à absorber cet afflux permanent. Les quartiers informels s'étendent. Les logements deviennent surpeuplés. Des familles entières vivent dans des espaces extrêmement réduits. À proximité, les montagnes de déchets s'accumulent. Les canaux d'évacuation restent ouverts. Les odeurs deviennent permanentes. La pollution de l'air atteint parfois des niveaux alarmants. Dans certaines zones urbaines, respirer un air réellement propre devient difficile même pour des adultes en bonne santé. À cela s'ajoutent les problèmes de sécurité. Dans plusieurs quartiers défavorisés, la police manque de moyens ou souffre d'un manque de confiance de la population. La criminalité progresse. Les vols se multiplient, les réseaux de drogue se développent, les gangs gagnent parfois en influence. Pour beaucoup d'habitants, la peur fait partie de la routine quotidienne. Mais il existe une autre pression, plus discrète et parfois plus douloureuse encore. Cette pression vient des écrans. Chaque jour, des millions de jeunes passent des heures sur TikTok, Instagram, YouTube ou d'autres plateformes. Ils voient des appartements modernes, des rues propres, des salaires élevés, des infrastructures fonctionnelles, des personnes qui semblent vivre sans les problèmes qu'eux affrontent quotidiennement. Puis ils regardent autour d'eux. Les coupures de courant sont toujours là. Les opportunités restent limitées. Les infrastructures continuent de se dégrader. Cette comparaison permanente crée un profond sentiment de frustration. Autrefois, la pauvreté était souvent vécue localement. Aujourd'hui, chacun peut comparer sa situation avec celle du reste du monde en quelques secondes. L'écart devient impossible à ignorer. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant de Pakistanais cherchent à partir. Des familles vendent leurs terres. Elles empruntent de l'argent. Elles prennent des risques considérables. Certaines tentent de rejoindre les pays du Golfe. D'autres visent l'Europe. Beaucoup savent que le voyage sera difficile. Certains savent même qu'il peut être mortel. Pourtant, ils considèrent souvent cette option comme préférable à l'idée de rester dans un système qui leur semble bloqué. Le plus inquiétant est peut-être que cette situation est devenue normale. Les habitants prévoient les coupures de courant. Ils stockent de l'eau parce qu'ils s'attendent à des pénuries. Ils se méfient des institutions publiques. Ils adaptent leur vie autour des défaillances du système. Toute une génération grandit dans cette instabilité permanente. Peu à peu, le problème cesse d'être uniquement économique ou technique. Il devient psychologique. Les gens ne perdent pas seulement confiance dans les infrastructures. Ils perdent confiance dans l'idée même que l'avenir puisse être meilleur que le présent. Et lorsqu'une société entière commence à penser de cette manière, le déclin ne se limite plus aux bâtiments, aux routes ou aux réseaux électriques. Il commence à toucher l'espoir lui-même. Et lorsqu'un pays commence à perdre cet espoir collectif, l'effondrement a déjà franchi une nouvelle étape.
Lorsqu'un pays traverse une crise aussi profonde pendant aussi longtemps, une question finit toujours par apparaître. Qui est responsable? La réponse serait simple s'il existait un seul coupable. Mais dans le cas du Pakistan, la réalité est beaucoup plus inconfortable. La situation actuelle n'a pas été créée par une seule personne, un seul gouvernement ou une seule institution. Elle est le résultat de plusieurs décennies de décisions prises par différents groupes de pouvoir, souvent pour leurs propres intérêts et rarement pour l'intérêt du pays dans son ensemble. Le premier groupe souvent pointé du doigt est la classe politique. Depuis l'indépendance, un nombre relativement limité de familles influentes domine la vie politique pakistanaise. Les partis changent, les slogans changent, les campagnes électorales changent, mais les mêmes dynasties reviennent régulièrement au centre du pouvoir. À chaque élection, les promesses se ressemblent. On parle de réformes économiques, on promet davantage de justice, on annonce la création d'emplois, on évoque un avenir meilleur. Pourtant, une fois au pouvoir, beaucoup de responsables politiques semblent considérer l'État comme un outil permettant de renforcer leur propre réseau. Les contrats publics, les marchés gouvernementaux, les terrains, les privilèges administratifs, les ressources nationales, tout cela devient souvent une source d'enrichissement pour des groupes déjà puissants. Pendant que les citoyens font face à l'inflation et à la hausse du coût de la vie, certaines familles politiques accumulent des fortunes considérables. Des propriétés apparaissent à Londres, Dubaï ou dans d'autres grandes villes du monde. Des comptes bancaires sont ouverts à l'étranger. Des patrimoines gigantesques se construisent alors même que le pays continue de dépendre de l'aide internationale. Mais les responsables politiques ne sont pas les seuls acteurs de cette histoire. L'institution militaire porte également une part importante de responsabilité. Au fil des décennies, l'armée n'est pas restée uniquement une force chargée de la défense nationale. Elle a progressivement développé une influence majeure dans de nombreux secteurs économiques. Des entreprises, des banques, des projets immobiliers, des terres agricoles, des sociétés de transport, des activités industrielles. Cette présence économique a créé une situation particulière. L'armée n'est plus seulement chargée de protéger le système. Elle bénéficie également de son fonctionnement actuel. Lorsque ceux qui détiennent le pouvoir profitent directement de l'ordre existant, les réformes deviennent naturellement plus difficiles. Parallèlement, les gouvernements civils sont souvent restés fragiles. Les crises politiques se sont multipliées. Les conflits entre institutions ont ralenti de nombreuses réformes. Les changements de direction se sont succédés sans permettre la construction d'une vision stable à long terme. Pendant que les élites politiques et militaires se disputaient l'influence, des millions de citoyens ordinaires voyaient leurs conditions de vie se détériorer. Mais il existe un troisième acteur dont le rôle est souvent impossible à ignorer, l'extrémisme religieux. Pendant plusieurs décennies, certaines autorités ont pensé pouvoir utiliser différents groupes radicaux comme des instruments stratégiques. Dans certains conflits régionaux, ces mouvements étaient considérés comme utiles. Dans certaines situations politiques internes, ils servaient de moyens de pression. L'idée semblait simple: créer ou tolérer certaines forces pour atteindre des objectifs immédiats. Le problème est que ces forces ont fini par développer leur propre pouvoir. Avec le temps, elles ont gagné de l'influence dans la société. Elles ont occupé davantage d'espace dans le débat public. Elles ont renforcé leur capacité à mobiliser les foules. Et elles sont devenues beaucoup plus difficiles à contrôler. Au même moment, le système éducatif rencontrait de graves difficultés. Dans de nombreuses régions pauvres, des familles n'avaient pas les moyens d'envoyer leurs enfants dans des établissements de qualité. Certaines écoles religieuses représentaient alors la seule solution accessible. Elles fournissaient nourriture, logement et enseignement. Mais dans certains cas, elles diffusaient également des visions très rigides du monde. Pendant que d'autres pays investissaient massivement dans la science, la technologie, la recherche ou l'innovation, une partie du système éducatif pakistanais souffrait de sous-financement et de profondes divisions idéologiques. Les conséquences se sont accumulées génération après génération. L'esprit critique a souvent été remplacé par la peur, le débat par la confrontation, l'ouverture par le repli. Peu à peu, la religion s'est mêlée à la politique, à la colère sociale et aux mécanismes de contrôle. Et lorsqu'un système politique commence à utiliser la peur comme outil, il devient extrêmement difficile de revenir en arrière. Cependant, la responsabilité ne s'arrête pas aux frontières du Pakistan. Les puissances étrangères ont également joué leur rôle. Pendant de nombreuses années, plusieurs gouvernements occidentaux ont fermé les yeux sur certains problèmes structurels parce que le Pakistan occupait une position géopolitique importante. Tant que le pays restait utile sur le plan stratégique, de nombreux partenaires préféraient privilégier la stabilité immédiate plutôt qu'exiger des transformations profondes. Des milliards de dollars sont entrés dans le pays sous différentes formes. Aide financière, programmes de coopération, partenariats militaires, prêts internationaux. Mais une grande partie de ces ressources n'a jamais permis de résoudre les causes fondamentales des difficultés. L'objectif principal était souvent de repousser la prochaine crise plutôt que de reconstruire durablement le système. Puis la Chine est devenue un acteur majeur. De vastes projets d'infrastructures ont été lancés. Ports, autoroutes, centrales électriques, zones économiques. Ces investissements ont été présentés comme le début d'une nouvelle période de prospérité.
Pourtant, ils ont également augmenté le niveau d'endettement du pays et renforcé sa dépendance vis-à-vis de partenaires extérieurs. Pendant ce temps, la population continuait à supporter les conséquences des erreurs accumulées. Mais il existe une autre responsabilité, moins visible et souvent plus difficile à aborder. C'est la culture de la peur. Des millions de Pakistanais savent parfaitement que la corruption existe. Ils voient les abus de pouvoir. Ils comprennent les dysfonctionnements. Mais ils connaissent également les risques liés à la contestation. Des journalistes sont intimidés, des militants subissent des pressions, des critiques sont poursuivis ou réduits au silence. Face à cette réalité, beaucoup choisissent une stratégie simple, survivre. Ils évitent les sujets sensibles, ils restent prudents, ils se concentrent sur leur famille et leur travail. Avec le temps, cette prudence devient une habitude collective. Puis cette habitude se transforme en résignation. Et lorsqu'une société entière commence à croire que rien ne peut réellement changer, le système devient encore plus difficile à réformer. Mais peut-être que la conséquence la plus dramatique de toutes est la fuite des talents. Chaque année, des médecins, des ingénieurs, des chercheurs, des enseignants, des programmeurs et de jeunes diplômés quittent le pays. Beaucoup ont étudié pendant des années dans des conditions difficiles. Leurs familles ont fait d'énormes sacrifices pour financer leur éducation. Mais une fois diplômés, ils découvrent souvent une réalité décourageante. Les relations comptent davantage que les compétences. Les réseaux comptent davantage que le mérite. L'influence compte davantage que le talent. Alors ils partent, vers le Canada, vers l'Australie, vers le Royaume-Uni, vers les États du Golfe. Ils recherchent des opportunités, mais aussi quelque chose de plus simple, la stabilité. Cette fuite des cerveaux crée un cercle vicieux particulièrement destructeur. Le pays perd précisément les personnes dont il aurait besoin pour réparer ses institutions. Moins de médecins signifie un système de santé plus fragile. Moins d'ingénieurs signifie des infrastructures plus faibles. Moins d'enseignants signifie davantage de difficultés pour les générations suivantes. Pendant ce temps, de nombreuses élites disposent déjà de solutions de secours. Elles possèdent des biens immobiliers à l'étranger. Leurs enfants étudient dans des universités étrangères. Leur argent est souvent placé hors du pays. Au fond, certains ne se comportent plus comme des dirigeants cherchant à sauver le navire. Ils ressemblent davantage à des passagers privilégiés qui préparent discrètement leur départ avant que la situation ne devienne incontrôlable. Alors, qui est responsable? La réponse est brutale. La crise du Pakistan n'est pas le résultat d'un seul échec. Elle est née de la combinaison de plusieurs forces, des dynasties politiques corrompues, un pouvoir militaire devenu excessivement influent, la montée de l'extrémisme religieux, des intérêts géopolitiques étrangers et des décennies de peur qui ont progressivement appris à toute une société à considérer le déclin comme quelque chose de normal. À un certain stade, une crise cesse d'être une simple accumulation de problèmes séparés. Elle devient un système qui commence à alimenter son propre déclin. C'est précisément ce qui inquiète aujourd'hui de nombreux observateurs lorsqu'ils regardent l'avenir du Pakistan. Le danger n'est plus seulement économique. Il n'est plus seulement politique. Il n'est même plus uniquement social. Le danger est devenu structurel. L'énergie, l'eau, la gouvernance, l'environnement, la croissance démographique et la confiance dans les institutions se fragilisent simultanément. Et lorsqu'autant de piliers s'affaiblissent en même temps, même un choc relativement limité peut provoquer des conséquences énormes. L'un des signes les plus visibles de cette fragilité concerne le climat. Pendant longtemps, le changement climatique a été présenté comme un problème lointain, une menace pour les générations futures. Mais au Pakistan, il est déjà devenu une réalité quotidienne. Les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes, les inondations plus destructrices, les pénuries d'eau plus graves, les catastrophes environnementales plus régulières. Dans certaines régions du pays, les températures dépassent désormais régulièrement les 50 degrés Celsius pendant les périodes les plus chaudes. Les villes se transforment en véritables fours. Les routes se déforment sous l'effet de la chaleur. La demande en électricité explose. Les réseaux énergétiques déjà fragiles subissent une pression supplémentaire. Dans certaines zones, rester plusieurs heures sans climatisation ou sans ventilation devient tout simplement dangereux pour la santé. Mais la chaleur n'est qu'une partie du problème. À l'autre extrémité du spectre, le pays doit également faire face à des inondations massives. Les événements de 2022 ont montré à quel point la situation pouvait rapidement devenir catastrophique. Des villages entiers ont disparu sous les eaux. Des millions de personnes ont perdu leurs maisons. Des terres agricoles ont été détruites. Des routes et des infrastructures ont été gravement endommagées. En quelques jours seulement, des années de travail ont été effacées. Le problème n'était pas uniquement l'ampleur de la catastrophe. Le problème était aussi la capacité limitée de l'État à répondre efficacement. Lorsqu'un pays peine déjà à maintenir ses infrastructures de base, chaque catastrophe naturelle devient un multiplicateur de crises. Et rien n'indique que cette tendance va ralentir. Le Pakistan dépend fortement du système fluvial de l'Indus. L'agriculture, les villes et une grande partie de l'économie reposent sur cette ressource. Mais les réserves d'eau souterraines diminuent progressivement. Dans plusieurs régions, les puits doivent être creusés toujours plus profondément. Chaque année, l'eau devient un peu plus difficile à atteindre.
Pour les agriculteurs, cela signifie des coûts plus élevés. Pour les familles, cela signifie davantage d'incertitudes. Pour les villes, cela signifie un risque croissant de pénurie. Dans certains secteurs urbains, un phénomène inquiétant est déjà visible. L'eau devient progressivement une marchandise contrôlée par des acteurs privés. Des camions-citernes approvisionnent des quartiers entiers. Les habitants doivent acheter une ressource qui devrait normalement être accessible à tous. Dans les zones les plus pauvres, les prix augmentent rapidement. Et lorsque l'eau devient rare, les tensions augmentent. Le mécanisme est simple. Moins d'eau signifie davantage de pauvreté. Davantage de pauvreté entraîne davantage de migration. Davantage de migration exerce une pression supplémentaire sur les villes. Des villes plus surchargées deviennent plus instables. Et une instabilité croissante complique encore la gestion des ressources. Le cycle recommence alors à un niveau supérieur. Parallèlement, la pression démographique continue d'augmenter. Chaque année, des millions de nouveaux habitants rejoignent un système déjà saturé. Les campagnes se vident progressivement. Les grandes villes absorbent cet afflux humain. Karachi, Lahore, Rawalpindi et d'autres centres urbains continuent de s'étendre beaucoup plus vite que leurs infrastructures. Les conséquences sont visibles partout. Les transports sont saturés. Les réseaux d'assainissement atteignent leurs limites. Les logements deviennent insuffisants. La pollution augmente. Les services publics perdent en efficacité. Lorsque des villes atteignent ce niveau de pression, gouverner devient beaucoup plus difficile. Mais le facteur démographique comporte une autre dimension encore plus sensible, la jeunesse. Une part immense de la population a moins de 30 ans. Des millions de jeunes entrent chaque année dans l'âge adulte. Ils recherchent des emplois, des revenus, des opportunités, une stabilité. Mais l'économie peine déjà à offrir suffisamment de perspectives. Cette situation crée une frustration profonde. Et cette frustration est amplifiée par les nouvelles technologies. Contrairement aux générations précédentes, les jeunes Pakistanais peuvent comparer leur situation avec celle du reste du monde en permanence. Grâce aux smartphones et aux réseaux sociaux, ils voient quotidiennement la vie dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou les États du Golfe. Ils observent des infrastructures modernes, des carrières stables, des salaires élevés, des services publics fonctionnels. Puis ils reviennent à leur propre réalité. Cette différence entre les attentes et la réalité devient un puissant facteur de tension sociale. L'histoire montre que les sociétés possédant une importante population jeune frustrée sont souvent plus vulnérables aux crises politiques et aux mouvements de contestation. Dans un système solide, cette énergie peut être absorbée grâce à la croissance économique, à l'éducation et à la création d'emplois. Dans un système fragilisé, elle peut devenir une source d'instabilité. La situation économique aggrave encore davantage le problème. La dépendance à la dette continue, l'inflation réduit le pouvoir d'achat, l'instabilité monétaire complique les investissements. Les importations deviennent plus coûteuses. Les gouvernements se retrouvent enfermés dans une logique de gestion permanente de l'urgence. Au lieu de préparer l'avenir, ils tentent simplement d'éviter la prochaine crise. Chaque nouveau problème repousse les réformes. Chaque nouvelle urgence consomme les ressources disponibles. Le pays avance alors d'une crise à l'autre sans jamais résoudre les causes profondes. Mais il existe un élément qui distingue le Pakistan de nombreux autres États confrontés à des difficultés similaires. L'arme nucléaire. Le Pakistan n'est pas seulement un pays en difficulté. C'est une puissance nucléaire. Et cette réalité transforme un problème national en sujet de préoccupation mondiale. Dans un système stable, les armes nucléaires reposent sur des institutions solides, une chaîne de commandement disciplinée et un contrôle politique fiable. Mais lorsque les institutions s'affaiblissent progressivement, la question du maintien de cette stabilité devient plus sensible. Il n'est pas nécessaire d'imaginer les scénarios les plus extrêmes pour comprendre l'inquiétude. L'instabilité politique, les tensions régionales, les manifestations de grande ampleur, les crises économiques. Tous ces éléments exercent une pression supplémentaire sur un système qui exige au contraire précision, discipline et contrôle. Un autre risque concerne les migrations. Si les conditions de vie continuent de se dégrader, davantage de personnes chercheront à quitter le pays. Les routes migratoires deviendront plus actives. Les réseaux de passeurs gagneront en influence. Les pays voisins devront gérer une pression croissante. Les conséquences pourraient largement dépasser les frontières pakistanaises. Pendant ce temps, une partie des élites continue de préparer ses propres solutions. Des capitaux sont transférés à l'étranger. Des biens immobiliers sont achetés dans d'autres pays. Des résidences secondaires sont acquises. Des passeports alternatifs sont parfois recherchés. Cette situation crée une contradiction inquiétante. Ceux qui possèdent le plus de pouvoir sont souvent ceux qui sont le moins exposés aux conséquences futures. Ainsi, l'avenir du Pakistan ne ressemble pas forcément à un effondrement brutal et spectaculaire. Le danger est plus complexe. Il s'agit d'une accumulation progressive de pression. Pression climatique, fragilité économique, croissance démographique, affaiblissement institutionnel, fragmentation politique. Toutes ces forces interagissent simultanément. Et le plus troublant est que beaucoup de ces phénomènes ne relèvent plus du futur. Ils sont déjà visibles aujourd'hui. L'avenir n'est pas en train d'arriver, il a déjà commencé. La véritable question n'est donc plus de savoir si ces tensions existent,
La véritable question est de savoir si les institutions du pays pourront retrouver suffisamment de cohérence, de crédibilité et d'efficacité avant que ces pressions ne deviennent trop puissantes pour être maîtrisées. Car lorsqu'un système affaibli doit affronter plusieurs crises en même temps, les petites défaillances cessent d'être de simples problèmes. Elles deviennent les déclencheurs potentiels de conséquences beaucoup plus vastes. Au final, l'histoire du Pakistan n'est pas simplement une histoire de pauvreté, de corruption ou d'instabilité politique. C'est l'histoire d'un système qui a lentement affaibli ses propres fondations, tout en continuant à prétendre que tout fonctionnait normalement. Pendant des décennies, les élites politiques ont transformé l'État en source d'enrichissement personnel. L'institution militaire a construit son propre empire économique parallèle. L'extrémisme religieux a été toléré, parfois encouragé, avant de devenir une force difficile à contrôler. Les puissances étrangères ont soutenu le système lorsqu'il servait leurs intérêts stratégiques, sans toujours s'attaquer aux problèmes les plus profonds. Et au milieu de tout cela, des millions de citoyens ordinaires ont été laissés seuls face aux conséquences. Aujourd'hui, le résultat est visible partout. Dans de nombreuses régions du pays, les services les plus élémentaires ne fonctionnent plus de manière fiable. L'électricité disparaît régulièrement, l'eau potable manque, les infrastructures vieillissent. Les hôpitaux sont sous pression, les écoles peinent à remplir leur mission, les institutions inspirent de moins en moins confiance. Pour une grande partie de la population, l'incertitude est devenue une condition normale de la vie quotidienne. Mais ce qui rend le Pakistan différent de nombreux autres pays en difficulté, c'est la contradiction qui se trouve au cœur même du système. D'un côté, le pays possède l'arme nucléaire. De l'autre, il peine encore à fournir des services essentiels à des millions de citoyens. Cette combinaison est rare, et elle inquiète bien au-delà de ses frontières. Car lorsqu'un État disposant d'une capacité militaire aussi importante traverse des fragilités internes aussi profondes, les conséquences potentielles ne concernent plus uniquement sa propre population. Elles deviennent une question internationale. À l'intérieur du pays, une autre fracture continue de s'élargir. D'un côté se trouvent les quartiers protégés, les institutions puissantes, les réseaux d'influence et les élites capables d'acheter leur propre sécurité. Électricité privée, eau privée, santé privée, éducation privée, protection privée. De l'autre côté se trouvent des centaines de millions de personnes confrontées à l'inflation, aux infrastructures défaillantes, au manque d'opportunités et à une incertitude permanente. Cette division n'est plus seulement économique, elle est devenue psychologique. Les élites ne vivent plus dans le même monde que la majorité de la population. Elles ne subissent plus les mêmes problèmes, elles n'attendent plus dans les mêmes files, elles n'utilisent plus les mêmes services. Et lorsque ceux qui dirigent un pays cessent de partager la réalité de ceux qu'ils gouvernent, la volonté de réformer le système s'affaiblit encore davantage. Pendant ce temps, une nouvelle génération grandit. Elle est plus nombreuse, plus connectée, plus informée. Grâce aux réseaux sociaux et à Internet, elle peut observer chaque jour la manière dont vivent les populations d'autres régions du monde. Elle voit les opportunités, elle voit la stabilité, elle voit les infrastructures qui fonctionnent. Puis elle compare cette image à son propre quotidien. Cette comparaison permanente crée un écart immense entre les attentes et la réalité. Et cet écart devient l'une des forces les plus puissantes qui façonnent l'avenir du pays. Il nourrit la frustration. Il encourage l'émigration, il affaiblit la confiance dans les institutions, il alimente l'instabilité sociale. Dans le même temps, les autres pressions continuent de s'accumuler. Les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes, les inondations plus destructrices, les réserves d'eau diminuent, les villes dépassent progressivement leurs capacités, les réseaux énergétiques restent fragiles. Chaque problème renforce les autres. La faiblesse économique augmente les tensions sociales. Les tensions sociales aggravent l'instabilité politique. L'instabilité politique décourage les investissements. Le manque d'investissement affaiblit encore davantage l'économie. Le cercle continue de tourner. Dans un système aussi fragilisé, même un événement relativement limité peut produire des conséquences disproportionnées. Une crise financière, une catastrophe climatique, une confrontation politique, une flambée de violence, un choc énergétique. Chaque élément possède le potentiel de déclencher des réactions en chaîne à travers des institutions déjà affaiblies. Et parce que le Pakistan possède également l'arme nucléaire, le reste du monde observe cette évolution avec inquiétude. Il ne s'agit pas nécessairement d'annoncer un effondrement spectaculaire du jour au lendemain. L'histoire montre que les grandes nations peuvent survivre à des crises profondes pendant très longtemps. Certaines se réforment, certaines se transforment, certaines s'adaptent. D'autres s'enfoncent lentement dans un état de déclin prolongé. C'est précisément ce qui rend la situation actuelle si difficile à interpréter. Le Pakistan n'est pas totalement stable, mais il n'est pas non plus complètement effondré. Il se trouve dans une zone intermédiaire, inconfortable et imprévisible. Un espace où les institutions continuent officiellement de fonctionner, tandis qu'une partie de leur efficacité réelle s'érode progressivement. Peut-être que le signe le plus révélateur est celui que l'on observe chez certaines élites elles-mêmes. Beaucoup investissent à l'étranger. Beaucoup déplacent leurs capitaux hors du pays. Beaucoup envoient leurs enfants étudier dans des universités étrangères.
beaucoup préparent discrètement des solutions de rechange, comme si, au fond, elles n'étaient plus totalement convaincues de l'avenir qu'elles présentent pourtant à la population. Pendant ce temps, les citoyens ordinaires reçoivent un message différent. On leur demande de patienter, d'espérer, de croire que la situation finira par s'améliorer. Mais leur expérience quotidienne raconte souvent une autre histoire. Une histoire faite de pénuries, d'inflation, de coupures, de difficultés et d'adaptation permanente à la crise. C'est ce qui crée le paradoxe final. Le Pakistan continue d'exister. Le pays continue de fonctionner. Les institutions continuent officiellement d'opérer. Les drapeaux flottent toujours. Les discours continuent. Les élections ont lieu. La vie suit son cours. Mais derrière cette apparence de normalité, de nombreux piliers fondamentaux perdent progressivement leur cohérence. Et c'est peut-être cela la conclusion la plus inquiétante. Le véritable danger n'est pas nécessairement un effondrement brutal et spectaculaire. Le véritable danger est un déclin lent, prolongé et imprévisible qui s'installe année après année jusqu'à devenir la nouvelle normalité. Car lorsqu'un système ignore trop longtemps ses problèmes structurels, il finit par vivre à l'intérieur même des conséquences qu'il a créées. Et lorsque ce moment arrive, l'avenir cesse d'être une promesse. Il devient un compte à rebours dont personne ne connaît exactement la fin.